m'avoir invité à venir présenter la nouvelle loi sur l'énergie. C'est un sujet vraiment d'actualité dans la mesure où la loi a été adoptée par le Grand Conseil après des nombreux fructueux et enrichissants débats tant lors des séances de commission que des séances en pleine. Actuellement, il y a un référendum, et puis donc, je vous présenterai un peu plus en détail le calendrier qui a encore quelques incertitudes, mais on sait quand même où on va. En termes de transition énergétique, la loi vaudoise sur l'énergie, c'est une brique importante pour réaliser la transition énergétique dans le canton de Vaud. Ses principales dispositions visent les bâtiments parce que dans toute la cascade des compétences en matière énergétique dans notre pays, les cantons sont vraiment responsables pour légiférer dans le domaine de l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc les buts de cette loi, c'est de rendre nos bâtiments actuels et ceux qui sont à construire moins énergivores, qui dépensent moins d'énergie, qui consomment de l'énergie en majorité renouvelable. Ça va permettre de dépendre de moins en moins des énergies fossiles et de leur fluctuation d'approvisionnement et de prix tels qu'on les connaît dans cette période actuelle. Ça permet aussi de sécuriser l'approvisionnement sur le long terme avec des énergies renouvelables locales qui amènent pas forcément des baisses de prix, mais des prix et des coûts beaucoup mieux maîtrisés. Et ça permet d'appuyer notre approvisionnement sur les énergies renouvelables. Alors, ce n'est pas la loi sur l'énergie qui va faire tout cela, mais elle amène quand même des éléments forts dans ce sens. Alors là, c'est un petit rappel sur la consommation énergétique des ménages, selon la statistique de l'Office fédéral de l'énergie. Donc, ce qu'on voit dans le graphique de gauche, c'est vraiment quel type d'énergie sont consommées par les ménages. Donc là, on ne parle pas des entreprises, on ne parle pas non plus du transport, c'est vraiment ce qui se passe dans les ménages. Et on voit, si on prend l'année de référence 2025, on a encore beaucoup en rouge et en jaune de produits pétroliers et puis de gaz naturel. Et puis la stratégie climatique et énergétique à long terme de la Suisse, elle vise en 2050 que la consommation, disons les sources énergétiques qui seront consommées par les ménages, que ce soit des énergies renouvelables en vert, de l'électricité, si possible, entièrement produite à l'aide de sources renouvelables, et encore de la chaleur à distance. Alors, de manière un peu bizarre, la chaleur à distance est considérée comme un agent et une source énergétique. Alors, il y aura de la chaleur à distance et on espère qu'elle sera approvisionnée avec des sources renouvelables. Tableau de droite, c'est pour quel type d'usage les ménages utilisent de l'énergie. Et là, il y a un gros bloc dans les Bordeaux qui est vraiment chauffer les locaux et chauffer l'eau chaude sanitaire. Donc c'est vraiment ce besoin-là, premièrement, qui est à satisfaire. Et pour le satisfaire avec des besoins renouvelables, il faut faire deux choses. Il faut développer l'approvisionnement en sources renouvelables et puis diminuer les besoins pour qu'il y ait besoin de moins d'énergie pour avoir ces mêmes prestations de température agréable et puis de douche pas trop froide, même si de temps en temps il faut faire une douche froide, mais pas trop souvent quand même. Voilà. Et là, en termes, si on va sur un focus un peu plus vaudois, on voit, là, ça résume ce que j'ai dit la vision de la politique énergétique cantonale, c'est vraiment développer les énergies renouvelables tout en diminuant la consommation d'énergie pour viser un taux de couverture de la consommation énergétique vaudoise au maximum avec des énergies renouvelables locales. Et en bas, c'est le bilan carbone du canton de Vaud. On voit que dans le secteur du bâtiment, on a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre qui sont dues au chauffage. La grande colonne à gauche, c'est chaudière, mazout, gaz. Tant en termes d'émissions directes qu'indirectes, c'est une des principales sources d'émissions de gaz à effet de serre. Et maintenant, on avance tout de suite avec la loi vaudoise sur l'énergie. J'aborde le calendrier parce qu'on est en plein dedans. Donc, 3 février, le Grand Conseil a adopté la loi sur l'énergie. 10 mars, publication dans la feuille des avis officiels. Et ça ouvre le délai pour une récolte de signatures en vue d'un référendum. Et l'échéance du délai pour récolter ces 12 000 signatures, c'est après-demain. Donc le comité référendaire a jusqu'à après-demain pour récolter les signatures.
Et puis ensuite, toutes ces signatures doivent être validées dans les communes pour ensuite, après, être déposées au canton de Vaud le 4 juin. Et on saura, environ 1 à 2 semaines après ce dépôt au 4 juin, on saura si le référendum a abouti ou pas. Et donc, si le référendum aboutit, c'est là ce qui est mis en italique, il y aura une votation le 27 septembre ou éventuellement le 29 novembre, ça dépendra des décisions du Conseil d'État. Et puis, il y aura, en cas de votation le 27 septembre, si le corps, la population vaudoise accepte la loi, il y a une campagne d'information et de formation à l'attention des publics concernés avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Ça, c'est le calendrier qui est prévu. Donc, on saura d'ici le début juin si on peut commencer les campagnes d'information et de formation un peu plus tôt que le 27 septembre ou pas. Voilà. Maintenant, avec le projet de loi, enfin la loi qui a été votée, qui est soumise à référendum, là, c'est vraiment très simplifié, ce qui changera pour les bâtiments existants. Donc, les bâtiments existants, il y aura trois axes. Rénover ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Donc, c'est tous les bâtiments qui ont un certificat CECD, une classe CECD pour l'enveloppe F ou G, et qui ont plus de 750 mètres carrés de surface de référence énergétique. Et les bâtiments en catégorie G, donc la moins bonne, ils auront jusqu'en 2037 pour passer en catégorie D, et les catégories F jusqu'en 2042. Ne seront pas concernés par cette obligation d'isolation tous les bâtiments qui ont moins de 750 mètres carrés, tous les bâtiments qui sont en catégorie E et meilleurs du CECB, ce qui veut dire que la plupart des bâtiments construits après 1986, ils ne sont pas concernés. 1986, c'est l'année où les premières normes SIA qui concernaient les bâtiments neufs et qui posaient des exigences en termes de qualité énergétique des bâtiments, c'est la date de ces premières normes SIA. Ensuite, il y aura l'obligation de remplacer les chauffages fossiles en fin de vie, quand ils arrivent en fin de vie, donc pour tous les bâtiments, avec un délai à 2042 pour les chauffages installés avant 2020, donc ça leur donne un délai de 22 ans de durée de vie, et puis un délai à 2047 pour tous les chauffages gaz ou mazout installés entre 2020 et puis fin 2026. L'idée, c'est pas que tous les chauffages soient remplacés dans un délai de 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi, c'est vraiment un échelonnement, et c'est quand un chauffage arrivera en fin de vie, eh ben, le propriétaire devra opter pour une solution renouvelable. Et puis, troisième point, en cas de rénovation de la toiture ou de surélévation du bâtiment, il faudra valoriser le potentiel solaire du bâtiment avec des exigences en termes de watts installés par surface de référence énergétique. Pour les bâtiments neufs, ce qui va changer, c'est qu'il y aura exigence d'isolation accrue par rapport à maintenant, donc c'est application des exigences de la norme SIA 380-1 version 2016. L'énergie grise sera prise en compte dans la construction. On demandera aussi que dans les 3 ans qui suivent la construction d'un bâtiment neuf ou une rénovation lourde, il y ait une optimisation de la consommation énergétique qui soit faite, en fait, comment dire, un ajustement des réglages. Ce qui se passe, il y a un bâtiment neuf, on prévoit tout un système en général bien sophistiqué de domotique pour que tout aille bien. Et puis, dans les 3 premières années, tout ne fonctionne pas toujours comme prévu. Et puis, on imposera justement une optimisation 3 ans après la construction, d'optimisation des réglages pour ajuster la consommation énergétique. Les places de parking de ces nouveaux bâtiments devront être équipées pour permettre l'installation d'une borne électrique. C'est-à-dire qu'il faudra prévoir l'infrastructure pour que des bornes électriques puissent être installées facilement. Ça concerne tous les bâtiments qui ont plus de 3 logements. C'est pour répondre à la thématique de la difficulté des locataires et puis des habitants dans les propriétés par héritage, la difficulté à installer ou à faire installer par les propriétaires des bornes de recharge. Concernant les bâtiments neufs, ils seront aussi obligés d'installer dès le début une solution renouvelable pour le chauffage et aussi d'équiper les toitures avec
Ce sera plus 20% de la consommation à couvrir avec des installations solaires, mais là également, une installation solaire devra être construite qui sera exprimée en watts par mètre carré de surface chauffée. Voilà. Ça s'accompagne d'un certain nombre de dérogations. Donc des dérogations, ça existe, il y en a déjà actuellement, mais elles vont prendre en compte les difficultés financières des propriétaires dans le cas des obligations où on impose au propriétaire de faire quelque chose alors qu'il n'avait rien prévu. Donc ça veut dire qu'un propriétaire qui est concerné par exemple par son bâtiment qui doit assainir, s'il peut prouver qu'il n'a pas les moyens de l'assainir, il aura une dérogation. En revanche, un propriétaire qui décide de son plein gré d'entreprendre des travaux de rénovation dans son bâtiment, il ne pourra pas prétendre à cette dérogation financière pour incapacité parce qu'on dit c'est vous-même qui initiez votre projet, vous devez prévoir le financement, y compris pour respecter les normes énergétiques. Il y a aussi des dérogations concernant des contraintes techniques et des contraintes patrimoniales, ou bien si le coût des travaux est manifestement disproportionné par rapport aux gains énergétiques attendus. On a un programme d'accompagnement des propriétaires et des acteurs concernés en termes de mesures de soutien, de mesures de subvention. C'est grosso modo environ 800 millions qui seront mis à disposition des acteurs jusqu'en 2032. Et enfin, il y a la question de la protection des locataires qui est importante. On le voit dans les médias, il y a souvent il y a eu à Genève, boulevard Karl Vogt, des locataires qui sont expulsés ou bien qui voient une fin de bail signifiée en raison de travaux énergétiques. Alors parfois on voit que c'est des travaux énergétiques en bonbon, c'est travaux énergétiques plus, travaux à plus-value. Mais c'est une crainte des milieux des locataires. Donc, dans ce cadre-là, alors il y a le droit du bail fédéral, il y a des dispositions cantonales, mais on rajoute une option avec une subvention, une sursubvention pour les propriétaires qui font des travaux énergétiques et qui ne répercutent pas le coût des travaux sur les loyers et qui s'engagent à ne pas résilier les baux pour ces travaux de rénovation énergétique. Voilà. Alors là, maintenant, quelques éléments un petit peu plus précis. Je pense que ça vous intéresse sur des dispositions qui sont en lien avec les bâtiments. Donc, article 29 de la loi, tous les bâtiments qui datent d'avant 1986 devront réaliser en CECB dans les 5 ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi. Actuellement, on a déjà on estime que 30 à 40% des bâtiments du canton qui sont visés par l'obligation, ils ont déjà un CECB parce que depuis quelques années, c'est obligatoire en cas de vente d'un bâtiment d'effectuer un CECB. Donc le canton de Vaud, il est à la pointe dans ce domaine-là. Et l'obligation en cas de vente d'un bâtiment de réaliser un CECB, elle est maintenue dans la loi. Concernant cette obligation d'assainissement pour les bâtiments énergivores, ou les passoires énergétiques, comme elles sont de temps en temps présentées, donc vraiment, ça concerne les bâtiments de plus de 750 m² de surface de référence énergétique, F et G, avec 2 délais à 2037 et 2042. On estime qu'il y a environ 7500 bâtiments qui sont concernés dans le canton. Ce qui est plus difficile à estimer, c'est le nombre de bâtiments qui obtiendront des dérogations à titre patrimonial ou financier ou pour des autres raisons. Un petit point de détail. Tous les bâtiments construits avant 1987, même ceux qui n'auraient pas fait un CECB dans les délais, ils seront concernés par cette obligation d'assainissement. Donc si vous avez, dans le cas d'un bâtiment construit avant 1986, un CECB est réalisé, vous êtes en note E, pas besoin d'assainir. Un autre bâtiment construit avant 1986, le propriétaire ne fait pas de CECB, eh ben, il va être considéré comme devant être assaini. Et s'il dit, mon bâtiment, il n'a pas besoin d'être assaini, il faudra qu'il fasse un CECB pour le fond. Et puis, pour les propriétaires qui ont plus de 3 bâtiments et plus sur le canton de Vaud, et si un de ces bâtiments il est classé en note F et G et est concerné par l'obligation, il peut demander une convention d'objectif. C'est-à-dire qu'il doit regarder sur son parc de bâtiments et dit si sur mon parc de bâtiments, j'en ai des petits, des grands, des en note A, des en note F, G, et on va examiner, on va dire si tous vos bâtiments qui doivent être assainis sont assainis,
voilà les économies d'énergie auxquelles on doit parvenir. On peut réaliser une convention d'objectifs et puis il pourrait choisir par exemple d'assainir un grand bâtiment qui est en note E et puis ne pas assainir un plus petit bâtiment qui est en note F. Donc ça c'est une possibilité qui est donnée pour les propriétaires qui disposent d'un certain parc immobilier. Le but étant que, avec ces conventions d'objectifs, on arrive aux mêmes économies d'énergie que si chaque bâtiment FG était assaini. Ensuite, énergie grise et potentiel solaire. Donc, ça, c'est l'énergie grise, c'est une disposition qui a été introduite suite à une décision fédérale qui implique qu'on prenne en compte le calcul de l'énergie grise dans les projets de construction. Alors ça va être fait grâce à un outil de calcul qui est développé par Minergie sur la base des éco-bilans. Donc c'est l'énergie grise, mais concrètement on va calculer en tonnes d'émissions équivalentes de CO2. Ça concernera à la fois la construction de bâtiments neufs et les rénovations lourdes de bâtiments de plus de 1000 m². Enfin, le potentiel de production d'énergie solaire, donc comme je l'ai mentionné, ça concerne les bâtiments neufs ainsi que les rénovations de toiture et les surélévations des bâtiments existants. Au niveau d'équipement, on va fixer, il y aura une échelle en fonction de est-ce que le bâtiment est neuf ou est-ce que c'est une rénovation, et puis le nombre d'étages du bâtiment concerné. C'est clair que pour le même de surface de toiture, si on a 3 étages ou 7 étages, eh bien, on ne va pas pouvoir fixer les mêmes exigences en termes de watts par mètre carré installé, par mètre carré de surface de plancher installé, en fonction de la surface en fonction du nombre d'étages. Voilà. Concernant chauffage au centre sanitaire. Donc, là, c'est une disposition qui fait l'objet d'un délai transitoire. Donc, si la loi entre en vigueur au 1er janvier, c'est à partir du 1er juillet que tout nouveau bâtiment et chaque remplacement de chauffage devra être fait grâce à une solution renouvelable ou un chauffage à distance. Comme je l'ai mentionné, il y a des dates limites échelonnées en fonction de la date d'installation du chauffage. En cas de remplacement de brûleur, si c'est le brûleur qui est défectueux, le brûleur pourra être remplacé. Et puis, les propriétaires devront annoncer le remplacement de chauffage à la direction de l'énergie. Petite précision, les processus industriels qui ne sont pas du chauffage de bâtiment, mais le boulanger qui a son four à faire tourner, ou bien des processus d'une industrie métallurgique ou pharmaceutique, ils ne sont pas concernés par ce système-là, donc ils peuvent continuer à utiliser des fours qui fonctionnent au gaz ou au mazout. Ces installations continuent à être autorisées. Concernant les chauffages électriques, la loi ne change pas le décret qui a été déjà voté par le Grand Conseil, mais elle reprend l'interdiction de montage et de renouvellement des chauffages électriques. Ce qu'il faut noter, c'est qu'on introduit dans la loi, à l'article 77, le fait que pour ce remplacement de chauffage, le propriétaire qui contreviendrait aux dispositions, il est passible d'une amende, mais tout architecte, ingénieur, entrepreneur ou maître d'État qui installe ou remplace un chauffage fossile ou électrique est aussi passible d'une amende. Ça, c'est une nouveauté, mais c'est vrai que parfois, il y a des propriétaires qui se font embobiner par un installateur peu scrupuleux, et puis dans l'état actuel de la législation, c'est le propriétaire qui est responsable. On lui dit, vous n'aviez qu'à pas ignorer la loi. Là, il y a aussi l'obligation pour ces professionnels de respecter la loi dans les conseils et les ventes qu'ils réalisent auprès de leurs clients. Voilà, recharge pour les véhicules électriques. Donc, il y a une obligation qui concerne spécifiquement les bâtiments résidentiels de plus de 3 logements. Et puis, c'est vraiment, là, c'est ciblé, c'est construction de bâtiments ou de parking ou rénovation lourde des mêmes installations, avec l'obligation de prééquiper électriquement les places de stationnement pour qu'ensuite l'installation de bornes puisse se faire de manière vraiment plus simple. Pour les bâtiments, les bâtiments qui accueillent des employés, donc
Les nouveaux bâtiments, en cas de construction, c'est une obligation pour permettre l'installation d'une borne avec 50% de place. Donc déjà une borne en raccordement électrique. Et puis pour les bâtiments existants, ça va être développé en fonction de l'évolution du parc automobile. Voilà. Et pour les entités soumises à l'exemplarité, je ne sais pas si vous savez, c'est un peu obscur, hein. Non, c'est les entités soumises à l'exemplarité, c'est l'État, et puis toutes les entités qui sont soit entièrement financées ou partiellement financées, majoritairement financées par l'État. Et puis, dispositions transitoires, ça c'est important pour tous les professionnels, ceux qui planifient. Donc, tous les articles de la loi s'appliquent avec l'entrée en vigueur au 1er janvier, prévu, sauf certains plans d'affectation qui sont en cours de révision et qui ont déjà fait l'objet d'un examen préliminaire. Et puis, il y a toute une série de dispositions qui entrent en vigueur au 1er juillet, donc 6 mois après l'entrée en vigueur de la loi, parce que c'est des projets qui sont en cours de développement, ce serait trop compliqué de tous les renouveler. Donc, c'est des installations, des installations de plus de 500 kW thermiques qui seront désormais soumises à une autorisation du service. Le montage et le remplacement d'installations de confort, toutes les installations solaires sur les toitures, le remplacement des chauffages fossiles, les bornes de recharge et puis les obligations solaires sur les infrastructures d'envergure. Ce qu'on demande aussi, ça j'en ai pas parlé, c'est pour les infrastructures qui ne sont pas des bâtiments. Ça peut être des ponts autoroutiers, des couverts près de certains stades. Il y aura aussi, lors de la construction, une obligation de faire une étude solaire pour dire est-ce que ces surfaces-là, qui sont plus naturelles, qui sont déjà sur lesquelles il y a déjà des constructions, est-ce que c'est possible d'installer des installations solaires? Et puis l'obligation de recourir à des professionnels certifiés pour les communes qui devront examiner les demandes de permis de construire et dérogations, elle s'appliquera à partir du 1er janvier 2028. Voilà, là il y a un petit récapitulatif des différents délais. Donc là, avec cette loi, on offre une perspective de planification à quasiment 20 ans. Ça doit permettre aux propriétaires, que ce soit des propriétaires privés, des propriétaires institutionnels, aux communes, et puis à tous les publics concernés par la loi, de planifier, d'anticiper, de se préparer. Donc voilà, le premier délai c'est 2032, c'est pour la réalisation des CECB. 2033 c'est pour les chauffages électriques, ça ne dépend pas de cette loi, mais on le met quand même, ça concerne les bâtiments. Et puis après, les délais s'échelonnent 2037, 2042, 2047, tant pour l'assainissement des bâtiments énergivores que pour le remplacement des chauffages fossiles. Je rappelle qu'il y a un programme de subvention, programme bâtiment, on a 74 millions, une enveloppe de 74 millions disponible pour le canton pour cette année, 2026. Voilà, donc ça permet une subvention pour l'isolation et puis pour les remplacements de chauffage et raccordement de chauffage à distance. Et voilà, donc moi je vais terminer, je crois qu'on fait des questions tout ensemble. Oui, je vous propose de faire la présentation liée à la loi sur l'énergie et après on pose les questions. Et puis, si vous voulez aller chercher le texte de loi, il est disponible, publié sur les liens que j'ai mis en référence. Merci.